Bonjour à toutes et à tous, et je vous souhaite la bienvenue au Parlement francophone bruxellois, que vous connaissez souvent sous le nom de Parlement de la COCOF. Je m'appelle Calvin Suarez-Sindial, je suis le tout nouveau président de ce Parlement depuis quelques semaines, et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce que nous appelons un nouveau jeudi de l'hémicycle. Alors pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, c'est quoi les jeudis de l'hémicycle? Ces jeudis sont l'occasion d'ouvrir les portes de notre Parlement aux associations, aux actrices et acteurs de terrain pour faire émerger des problématiques et pour aussi prendre le temps de traiter un peu plus longuement d'un enjeu de société. Et c'est pour ça que nous sommes toutes et tous rassemblés aujourd'hui ici. Alors ces rencontres sont l'occasion pour nous, les parlementaires, il y en a, je vous les présenterai tout à l'heure, à la fin de la première partie, de vous entendre sur votre expérience, sur vos constats, mais également sur vos recommandations, surtout les pistes de travail qui alimenteront la suite de nos travaux dans le cadre des compétences qui sont ceux de la COCOF, donc la Commission communautaire française. Les jeudis de l'hémicycle ont une particularité durant cette législature, c'est qu'il y a un suivi qui est obligatoire de la part des parlementaires. Donc le travail que nous allons faire aujourd'hui, les pistes que vous allez dégager, eh bien les parlementaires vont faire un suivi en commission, mais aussi en plénière, concernant tout ce que vous nous conseillerez par rapport à cette thématique. Alors, ce thème est en résonance avec l'actualité. Pour moi, c'est très important de le dire, dans la mesure où on a entendu beaucoup de choses ces dernières semaines sur les personnes dont on va parler aujourd'hui. Ces personnes sont stigmatisées, des personnes qui traversent parfois des périodes difficiles dans leur vie. Et donc, je crois que c'est très important que l'on puisse travailler à leur pleine inclusion, qu'elles se sentent acceptées, incluses dans la société, quel que soit le moment de leur vie qu'elles traversent. Et je crois que c'était très important de le dire. Aujourd'hui, nous accueillons donc FEDA Bruxelles, la Fédération bruxelloise des institutions spécialisées en matière de drogue et d'addiction. Vous êtes confrontés dans votre pratique à des prises en charge complexes de femmes usagères ou ex-usagères de drogue, une complexité liée, comme vous l'expliquez, à un enchevêtrement et un cumul de problématiques combinant, en plus de la consommation de produits psychoactifs, des situations de violence conjugale et ou sexuelle, de migration ou encore de travail du sexe. Un rapide mot sur la journée. Avant de commencer, je voudrais signaler l'exposition « Parle avec elle » qui se trouve à l'entrée et qui met en lumière la parole des femmes détenues en prison, parce que nous ne devons pas oublier que la prison fait partie aussi de la vie et que voilà, il ne faut pas mettre de côté toutes ces personnes qui sont en détention. Nous assisterons dans quelques instants à la projection du documentaire « Le cri des coquelicots », un documentaire pour faire entendre des femmes usagères de drogue en situation de grande précarité, suivi d'un échange avec les réalisatrices Elisa Vedeka, Sophie Godin et des femmes expertes du vécu que je remercie d'être présentes avec nous aujourd'hui. En milieu de matinée commencera la présentation des constats et recommandations du GT Femmes, genre et assuétude de la FEDITO par Carole Walker, que je remercie également pour sa présence. Et je remercie aussi Stéphane Leclerc, directeur de FEDA Bruxelles, pour sa présence parmi nous aujourd'hui. 5 thématiques vous seront présentées: l'invisibilisation du genre dans le champ des assuétudes, l'accès et le recours aux services sociaux sanitaires, les problématiques spécifiques qui comprennent la santé sexuelle, la grossesse et la parentalité, le travail du sexe, la prostitution et les violences basées sur le genre et les dynamiques conjugales, l'offre de services sensibles au genre, incluant
les dispositifs spécifiques et le travail en réseau. Les recommandations, enfin, du groupe de travail. Après cette présentation, nous passerons ensuite à un échange avec les participants et les parlementaires. Il s'agit vraiment ici de vous écouter, vous intervenantes et intervenants, mais aussi les participantes, les participants qui représentent d'autres associations. J'en ai rencontré d'une Transit qui sont là aujourd'hui et qui nous feront le plaisir d'être présents, qui nous font le plaisir d'être présents parmi nous aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous laisse maintenant vous plonger dans le documentaire, mais avant, quelques précisions techniques. Il y a une captation en direct donc, de nos travaux ce matin sur YouTube, mais également, donc c'est retransmis en direct sur YouTube. Il y a une captation qui est faite par BX1, captation qui sera diffusée dans l'émission Place Publique, je pense. Et ensuite, il y a également Zine TV qui est là et qui suit les femmes. Et donc, voilà, si vous avez une difficulté à être filmé, ce qu'on prévoit généralement, c'est que vous puissiez vous installer en haut, au 4e étage, dans le public. Et si vous n'avez aucun problème avec cela, vous pouvez rester dans l'hémicycle. Voilà, je pense que pour respecter la volonté des unes, des uns et des autres, c'était important de le préciser. Et donc, nous allons nous plonger dans le documentaire. Je ne sais pas si on est prêt à le faire. Je donne la parole. Voilà, un petit mot d'introduction par Sophie Godin et Élise VDK. Appuyez sur le bouton, juste. C'est quoi le bouton? Ça marche? Oui. Voilà. Vas-y. Non, c'est pas là. Non. Ah, si, aussi. Voilà, je pense que c'est déjà allumé. Il est ici, voilà. Oui. Voilà. C'est bon? C'est ça. Voilà, là tu peux parler et moi je changerai. Celui de droite ne marche pas. Très bien, on va switcher là. Bonjour tout le monde. Déjà, pour commencer, on tenait à vraiment vous remercier chaleureusement de votre présence pour la projection de notre recueil de témoignages, Le cri des coquelicots. Moi, c'est Elisa VDK, je suis vidéaste depuis une dizaine d'années et j'ai été sollicitée par Sophie et Mélissa suite à mon premier documentaire, Les Nouvelles Guerrières. Et en fait, elles m'ont dit qu'elles désiraient recueillir des témoignages de femmes de leur association pour tenter de déconstruire les stéréotypes et les clichés qui tournaient autour d'elles. Et du coup, j'ai rejoint l'aventure et on a commencé à récolter des témoignages à l'été 2022, entre autres aux permanences et sorties de l'espace femmes de Dune, où ces femmes nous ont fait assez confiance pour capturer leur vécu en images. Est-ce que si je parle fort là? Non. Ok. Bonjour, moi je suis Sophie Godin, je suis infirmière et travailleuse sociale depuis 12 ans à l'ASBL Dune. Je suis responsable du projet Femmes depuis sa création en 2018 et je suis aussi travailleuse sociale au centre Circé de l'ASBL Lilo, qui est un nouveau centre de jour qui accueille des femmes à risque ou en situation de sans-abrisme à Bruxelles. Et alors il y a une troisième co-réalisatrice qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'excuse de son absence. C'est Mélissa Laurent, qui est criminologue et psychologue de formation, qui a travaillé pendant 2 ans à Dune et qui aujourd'hui travaille à l'ASBL iCare, qui est une association qui promeut la santé en milieu carcéral. Alors un petit mot sur Dune avant de commencer, parce que c'était quand même le point de départ de notre projet. Donc Dune, c'est un dispositif holistique de réduction des risques liés aux usages de drogue. Notre équipe pluridisciplinaire propose un accueil, des soins et un accompagnement aux personnes consommatrices ou anciennement consommatrices de drogue en situation de précarité. Donc notre public, c'est majoritairement des personnes en situation de rue, marginalisées et exclues de la société. On dispose de différents services, entre autres l'accueil, qui est le CLIP, le comptoir local d'information et de prévention. On fait aussi du travail de rue, donc des maraudes et un bus mobile qui va à la rencontre des personnes consommatrices dans leur milieu de vie. Et nous faisons aussi un gros travail d'accompagnement psychomédico-social où on accompagne les personnes dans les services d'aide sociale et de soins pour essayer d'amorcer aussi une réinsertion sociale
et dans la société. Et on a aussi de nombreux projets participatifs, dont l'Espace Femmes, mais aussi des ateliers radio, artistiques, un comité citoyen, du travail défrayé, etc. Mais la réduction des risques, ce n'est pas seulement donner du matériel propre et stérile pour consommer et des informations et des conseils, c'est aussi réduire l'ensemble des risques liés à la consommation. Et donc notre approche, elle est globale et tient compte des différentes dimensions des personnes que nous rencontrons. Du coup, ce projet de documentaire, il est donc le fruit d'une co-construction entre les femmes que Sophie et Mélissa rencontrent au quotidien à Dune. Et donc, pour contextualiser, il y a 2 ans, on est parti du constat qu'il y avait peu de documentation qui donne réellement la parole aux femmes, consommatrices ou ex-consommatrices de drogue, et qui vivent des situations de précarité en Belgique. Et que souvent, ces dernières qui sont sollicitées pour témoigner, elles se retrouvent dépossédées un peu de leurs paroles, de leur vécu, qu'elles n'ont pas toujours accès au résultat final aussi, des articles, des films, des photos, et qu'elles ne se sont pas toujours senties respectées dans la façon dont ça s'est passé. Et donc l'idée ici, c'était de pallier à ça, en les incluant dans l'entièreté du processus de réalisation, et de ne rien faire sans leur avis et leur accord, puisque l'objectif général était de ne plus rien faire à propos d'elles sans elles. Et donc on aimerait amener 2 précisions supplémentaires. La première, c'est que ce projet a été construit et produit avec notre perspective de femmes blanches privilégiées, ce qui nous a permis, et on en a conscience, de le réaliser dans des conditions favorables. Et puis deuxièmement, on a tenté de présenter une diversité de profils et de vécus, mais ce sont très majoritairement des femmes blanches qui ont accepté de participer, de prendre la parole, ce qui implique que le contenu aurait été vraisemblablement différent si les actrices étaient plus diversifiées en termes d'origine, d'ethnicité, d'orientation sexuelle, etc. Toujours est-il que les violences et les discriminations, elles sont plus importantes quand les personnes sont des femmes. Ces violences et ces discriminations, elles sont le fruit d'un système que nous condamnons, un système patriarcal, capitaliste, sexiste, raciste, validiste, homophobe, mais aussi de législation punitive et répressive en matière de drogue, et aussi du peu de courage politique face à l'augmentation de la précarité. Cette société-là, nous, on n'en veut pas et on la combat. En tant que travailleuse sociale, on estime qu'on a un rôle à jouer, c'est de faire remonter ces situations d'injustice et de violence vers le pouvoir politique, mais aussi de les rendre publiques et de porter la cause des personnes marginalisées et exclues de la société. En tant que citoyens et citoyennes, nous estimons que nous avons aussi un rôle à jouer. Cela commence par reconnaître la pleine citoyenneté, le respect des libertés individuelles et des droits fondamentaux de toutes et tous, le droit à mener une vie digne, le droit au logement, le droit à disposer de l'espace public. Nous devons aussi lutter contre les préjugés, les discriminations, les jugements et les tendances à la criminalisation. Et nous devons lutter contre l'exclusion sociale et favoriser la reconstruction des liens sociaux. En tant que citoyens et citoyennes, nous devons encourager et soutenir l'adaptation des politiques publiques. Pour reprendre les mots très justes de nos collègues de Diogène, nous sommes toutes et tous responsables de la qualité de notre regard et il convient que celui-ci soit non jugeant. La considération, le respect et la tolérance sont les conditions du développement d'une société plus juste et plus solidaire. En affinant notre regard et en nous intéressant aux personnes marginalisées, nous renforçons l'estime de soi de ces personnes et indirectement leur capacité à se mobiliser et à entrevoir un avenir meilleur. Encore une petite précision, dans ce documentaire, on aborde entre autres la thématique des violences fondées sur le genre. Cela peut susciter des émotions, réveiller des difficultés et des traumas pour certaines personnes. Donc si vous avez besoin de sortir à un moment donné de la salle, c'est tout à fait possible. Et on reste présente pour en discuter avec vous ensuite. Ouais. Du coup, voilà, encore vraiment un tout grand merci d'être là et merci de l'invitation du Parlement. Merci aussi à toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte, en fait, qui nous a permis une cagnotte en ligne qui nous a permis de réaliser ce super projet. Pour info, il y en a un autre qui va suivre. Et donc, voilà, on a encore besoin de soutien des pouvoirs subsidiants et des citoyens et des citoyennes pour que ces projets et initiatives d'utilité publique puissent être menés à bien. On se fera un plaisir donc de répondre à vos questions après le documentaire qui dure plus ou moins 40 minutes. Voilà, merci encore. Juste une précision pendant que le documentaire est lancé, pour être tout à fait précis. Donc la captation pour BX1 est faite pour l'émission Séance publique
et donc vous pourrez retrouver la retransmission lors de cette émission. Et pour Zine TV, donc Zine TV est présent aussi pour un documentaire portrait de femmes. Et à la fin donc, de la matinée, vous aurez une visite de l'exposition. Je vous invite à visiter l'exposition. Et ce sera suivi d'un drink avec sandwich au Parlement. Et j'en profite pour remercier tous les services du Parlement qui sont mobilisés pour l'organisation de cette matinée. La vie est belle comme la poubelle, il faut trier. J'utilise beaucoup le mot toxicomane. Ben ouais, parce que c'est une maladie de toute façon. Tu veux que je les appelle comment, des merdes? C'est quand même une sale étiquette, quoi. C'est tout de suite les gens qui shootent, des gens qui volent, des gens méchants. Ils s'imaginent tout de suite Trainspotting ou un film comme ça. Personne n'a le droit de juger autrui, quoi. D'abord, on se regarde dans une glace et puis on peut parler. Ça doit aller, c'est tout. Je vais venir fatigué de cette maison. Je veux une maison, un toit, ça. J'étais tellement innocente, jeune, naïve. Enfin, j'étais un oiseau pour le chat, quoi. Je ne mérite pas ça. Oh, J'ai comment pas ça? mérité cette vie. Je pense. Voilà, merci beaucoup à Sophie Godin et à Elisa Vedeka pour ce très beau documentaire, très émouvant. Et merci à toutes ces femmes qui ont eu le courage de témoigner dans le documentaire. Nous allons passer maintenant à la présentation des constats et recommandations du GT Femmes, genre et assuétude de la FEDA Bruxelles, c'est bien ça. Donc anciennement FEDITO Bruxelles, par Carole Walker de l'Université catholique de Louvain. Je vous cède la parole. Ah, c'est Sophie d'abord, et puis ensemble, d'accord. Oui, c'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Et donc, je rappelle donc les 5 thématiques centrales. L'invisibilisation du genre dans le champ des assuétudes, l'accès et le recours aux services socio-sanitaires, les problématiques spécifiques qui comprennent la santé sexuelle, la grossesse et la parentalité, le travail du sexe, la prostitution, les violences basées sur le genre et les dynamiques conjugales, l'offre de services sensibles au genre incluant les dispositifs spécifiques, le travail en réseau et les recommandations du groupe de travail. Donc je vous cède la parole. Donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, avant toute chose, on aimerait vraiment vous remercier de nous accueillir ici au Parlement francophone bruxellois. Donc, je m'appelle Carole Walker et comme Sophie Godin, qui s'est déjà présentée ce matin, je fais partie du groupe de travail Femmes, Genre et Assuétude qu'on vient représenter aujourd'hui. Donc, je suis doctorante à l'UC Louvain et je fais une thèse sur le thème Genre et Assuétude, et plus spécifiquement sur les activités de plaidoyer menées par ce GT. Donc cette thèse, elle est sous la supervision de Sophie Tunus, qui est doyenne de la faculté de santé publique. Donc Sophie Godin et moi, on va vous présenter les constats et recommandations de notre groupe de travail, qui est soutenu par la Fédération Drogue et Addiction Bruxelles, la FEDA, et c'est le résultat d'un travail qu'on mène maintenant depuis près de 3 ans. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de pouvoir ouvrir avec vous une réflexion, un dialogue sur la manière dont nos recommandations pourront être mises en œuvre et concrétisées. Donc un petit mot d'abord sur le groupe de travail Femmes, Genre et Assuétude. Donc la mise en place de ce groupe de travail fait suite à des constats de terrain, des prises en charge difficiles auxquelles on était confrontés en tant que travailleurs et travailleuses de femmes consommatrices, ex-consommatrices de drogue. Et la complexité de ces situations que nous rencontrons, elle est entre autres liée à l'intrication et au cumul des problématiques combinant à la fois la consommation de produits psychotropes, mais aussi des situations de violence conjugale et ou sexuelle, des situations de migration ou encore de travail du sexe / de prostitution.
Face à ces situations, du coup, nous, acteurs, actrices de terrain, on a ressenti la nécessité de croiser nos expériences afin de mieux orienter ces personnes qui se trouvent souvent dans des situations de grande précarité. Et donc c'est dans ce contexte qu'on a organisé un premier webinaire en novembre 2022 sur le sujet femmes et précarité. Et du coup, après cette première rencontre, plusieurs travailleurs et travailleuses ont souhaité prolonger cette discussion et cette réflexion en élargissant le sujet aux minorités sexuelles et de genre. Donc, dans l'appellation du GT, le mot femme comporte un astérisque pour désigner la volonté de marquer l'inclusivité concernant toutes les personnes qui s'identifient comme femmes. Et la notion de genre désigne les rapports de pouvoir à l'origine d'inégalités et de problématiques spécifiques qui concernent les femmes et plus largement les minorités sexuelles et de genre. Et donc les objectifs transversaux du GT aujourd'hui consistent à produire de la connaissance en mettant en relation le terrain et les recherches scientifiques, mais surtout à améliorer l'accueil, l'accompagnement, le suivi, l'orientation des femmes ainsi que des minorités de genre et sexuelles faisant usage ou ayant fait usage de substances psychoactives. Et donc notre GT reprend une dizaine d'associations de la FEDA, et donc on peut voir ici Masse de Bruxelles, Fares, Duna-SBL, Prospective Jeunesse, Femmes et Santé, Babel, iCare, Modus Vivendi, Projet Lama, Réseau Hépatite C, Transit, Eurotox, Parentalité Addiction, Enaden, Interstice et Le Pélican. Et donc on est mandaté et coordonné par la FEDA. Pardon. Donc, avant d'aborder nos constats et recommandations, je vais revenir sur notre méthode de travail. Donc, pendant très longtemps, on s'est peu intéressé aux problématiques rencontrées par les femmes et minorités sexuelles et de genre usagères de drogue. Ces publics cumulent plusieurs sources de stigmatisation et ça implique qu'ils se retrouvent souvent exclus à la fois du système social santé et des enquêtes scientifiques menées sur l'usage de drogue. Donc, comment est-ce que notre GT s'y est pris pour réaliser ce travail ? Ça a été un travail long et rigoureux qui a commencé donc fin 2020, pour lequel on a rencontré des femmes et d'autres minorités usagères ou ex-usagères de drogue, mais aussi différents secteurs, dont celui du sans-abrisme, des travailleurs et travailleuses de terrain, des chercheurs et chercheuses à la fois en Belgique et à l'étranger, et aussi des citoyens et citoyennes à Bruxelles. Pendant ce processus, chaque membre du GT s'est mobilisé pour récolter des témoignages, des observations, des expériences et des difficultés, à la fois du côté des populations concernées et aussi au niveau des équipes de travailleurs et travailleuses de terrain. En parallèle, on a réalisé une revue de la littérature scientifique dans le cadre d'une collaboration avec l'UC Louvain et l'ULB. En 2022, on a aussi participé au forum Addiction et Société, où on a eu l'occasion de présenter une première version de notre travail et d'organiser un atelier participatif où différentes parties prenantes ont contribué à la réflexion sur nos recommandations. Enfin, pour renforcer la participation des minorités concernées dans le processus, on a aussi organisé des focus groups, donc des groupes de discussion dans différents lieux à Bruxelles. Et on a cherché à inclure une diversité de profils en passant par différents services sociosanitaires avec peu ou pas de conditions d'accès et aussi par le milieu carcéral. Donc c'est une démarche qui nécessite beaucoup de temps et de ressources et pour le moment ce sont principalement des femmes qui ont participé à ces focus groups parce qu'elles sont un petit peu plus présentes que les minorités sexuelles et de genre dans les services qui sont représentés dans ce GT. Dans la suite de nos activités, on aimerait pouvoir inclure davantage les expériences vécues par ces minorités. Donc dans l'ensemble, les membres de ce GT se sont réunis 18 fois chaque mois, 18 fois, une fois par mois, pendant 2 ans. Et on a travaillé aussi à partir de documents partagés pour mettre en commun, analyser nos résultats et pour pouvoir intégrer les différentes recommandations. Donc je précise que c'est un travail conséquent qui a été fait en dehors de nos activités professionnelles respectives. Donc j'ai parlé des réunions, ça représente 40 heures de réunions par membre du GT, sans compter les réunions en sous-groupe,
nos échanges à distance et le travail individuel. Donc, il y a une réflexion à avoir sur la manière dont on pourrait poursuivre ce type de recherche collective pour pouvoir développer une offre de service qui va tenir compte des inégalités de genre. Donc, on va maintenant résumer nos constats en 6 messages clés qui s'accompagnent d'une synthèse de nos recommandations et de nos pistes d'action. Vous trouverez une version plus détaillée dans le document écrit qui vous a normalement été distribué. Et on aura l'occasion de répondre à vos questions en fin de présentation et de travailler aussi dans les ateliers qu'on organise cet après-midi sur l'appropriation de ces recommandations dans les pratiques. Donc, notre premier constat est un constat général. La dimension de genre reste encore peu prise en compte, voire absente dans le domaine des drogues et addictions. Et cette invisibilisation, elle se joue à différents niveaux. Au niveau de la recherche scientifique, il y a encore peu d'études sur l'usage de drogue qui intègrent une perspective de genre. La plupart des enquêtes reposent sur des indicateurs comme le TDI, donc sur la demande de traitement. Or, on sait que très peu de femmes et autres minorités usagères de drogue font appel aux services d'aide et de soins. Ça signifie que les échantillons d'enquête sont majoritairement composés d'hommes, et donc ce type d'enquête va contribuer à véhiculer une représentation essentiellement masculine associée aux drogues, et donc à invisibiliser les réalités vécues par les minorités sur le terrain. On observe aussi que très peu d'enquêtes vont aborder les dimensions sociales et relationnelles associées à l'usage de drogue, en particulier les violences sexuelles et conjugales qui viennent creuser les inégalités sociales et de santé. Dans cette recherche collective, la mise en dialogue des enquêtes avec les constats de terrain nous montre que la littérature scientifique couvre encore très partiellement les problématiques rencontrées par ces publics. Alors, comment est-ce qu'on peut agir pour intégrer une perspective de genre dans la recherche scientifique? Notre GT propose plusieurs pistes d'action. Donc, premièrement, on appelle à soutenir le travail de collaboration entre le milieu académique, les associations de terrain et les populations minorisées elles-mêmes. Nos constats nous montrent qu'on ne peut plus limiter les enquêtes sur les drogues à des données qui ne vont pas tenir compte des contextes de vie des populations invisibilisées, et particulièrement de l'impact des violences de genre et de la stigmatisation sur, par exemple, les pratiques de consommation, sur l'état de santé, sur l'accessibilité du système social santé, etc. Il faut aussi pouvoir récolter des chiffres de manière systématique au sein des services qui manquent de moyens pour le faire et qui sont débordés dans leur travail au quotidien. Ceci permettrait par exemple de visibiliser les situations de violence qui sont rencontrées sur le terrain, de suivre l'évolution de la fréquentation des services par les femmes et les autres minorités et d'ajuster l'offre de services. Ces chiffres doivent évidemment être mis en lien avec des observations de terrain et des témoignages. Ceci permettrait d'avoir des données actualisées concernant les violences et les discriminations que ces populations vivent au quotidien. Des méthodologies qualitatives et notamment des focus groups, c'est-à-dire des groupes de discussion, sont aussi nécessaires pour pouvoir inclure les minorités dans les enquêtes, comprendre leurs problématiques spécifiques et améliorer leur accompagnement. Donc, c'était pour la recherche scientifique, mais l'invisibilisation du genre se joue aussi au niveau politique. Que ce soit en Belgique ou à l'étranger, on observe que les femmes et les autres minorités sont encore peu mentionnées quand il s'agit des politiques drogue. Quand elles sont mentionnées, les femmes sont abordées sous le prisme très restrictif de la grossesse ou de la maternité, et la plupart du temps, elles vont faire l'objet de mesures répressives. Donc, par exemple, en 2020, une proposition de loi sur la protection prénatale avait été déposée en parlant de mesures de protection proactives qui pourraient être prises dès la grossesse, ce qui pourrait exposer les femmes à des hospitalisations forcées. Donc, face à ce constat, le GT appelle à une mobilisation des pouvoirs publics pour intégrer une perspective de genre dans les politiques en matière de drogue. Pour lutter contre les inégalités de genre dans ce domaine, il faut pouvoir mobiliser différents champs de compétences au niveau fédéral et des entités fédérées.
Donc ça nécessite avant toute chose un travail d'identification des acteurs clés concernés. Cette mise à l'agenda politique doit pouvoir s'accompagner d'une concertation avec le secteur associatif et les bénéficiaires dans les processus décisionnels et bien sûr dans le suivi de toute mesure implémentée. Les changements doivent aussi pouvoir s'inscrire dans les projets de réforme des cadres législatifs, en particulier la loi de 1921 sur le trafic des stupéfiants. Ces cadres constituent un contexte répressif qui contribue à éloigner tous les usagères et usagers de drogue des services sociaux et de santé. Et ce contexte frappe encore plus sévèrement les femmes et autres minorités qui cumulent plusieurs sources de stigmatisation et subissent différentes formes de violence. Un deuxième constat majeur qui ressort est que les femmes et les autres minorités usagères de drogue sont largement sous-représentées dans les services socio-sanitaires. Effectivement, elles sont proportionnellement peu nombreuses dans les files actives. On a très peu de chiffres sur la prévalence liée à l'usage de drogue, mais des enquêtes récentes menées au niveau européen montrent que les femmes représentent un tiers de l'ensemble des personnes qui souffrent de graves problèmes de drogue et seulement 1/5 des personnes qui entrent en traitement. Donc c'est particulièrement inquiétant dans la mesure où on observe une féminisation des usages et on estime, d'après les chiffres de l'ONU, une augmentation de 10% de femmes qui consomment des drogues en l'espace de 15 ans. Alors, comment est-ce qu'on explique cette sous-représentation ? Les femmes qu'on a rencontrées et les enquêtes évoquent de nombreux obstacles. On peut citer une méconnaissance des services existants, le manque de solutions pour garder les enfants, et surtout une peur du jugement et des craintes pour les mères de voir leurs enfants placés par le juge. Les femmes évoquent aussi la peur de rencontrer leurs agresseurs dans les services, des phénomènes d'emprise, par exemple la pression du conjoint, ou un malaise éprouvé dans des services fréquentés majoritairement par des hommes. Les enquêtes insistent aussi sur le rôle de la stigmatisation qui constitue un frein majeur à différents niveaux. Elle peut par exemple être internalisée, c'est ce qu'on va appeler l'autostigmatisation, et qui va mener les femmes et autres minorités à éviter de parler de leur consommation avec les professionnels. Donc tous ces obstacles se combinent et reportent ou mènent à l'évitement d'une prise en charge. D'après les observations de terrain, les femmes arrivent donc dans les institutions avec des problématiques plus sévères par rapport à la population générale. Donc pour améliorer l'accessibilité des services socio-sanitaires, notre GT a formulé plusieurs recommandations et celles-ci concernent à la fois les services spécialisés et non spécialisés en assuétude. Donc, premièrement, ces constats mettent en avant l'importance de créer des services en non-mixité ou de soutenir les initiatives en non-mixité qui se développent dans les services existants. Il s'agit d'espaces ou de plages horaires qui sont réservés à des populations minorisées. Et ces dispositifs favorisent l'accès aux aides existantes. Sophie reviendra en vous parlant des espaces femmes des ASBL Dunes et Transit. Deuxièmement, il faut impérativement améliorer la visibilité de l'offre de services socio-sanitaires auprès des femmes et des autres minorités. Et ça passe notamment par le renforcement du travail de proximité et par les relais de référence. En ce qui concerne les mères plus spécifiquement, les participants et participantes insistent sur l'importance d'assurer la garde des enfants ou bien de proposer des alternatives pendant la prise en charge. À ce jour, de nombreuses mères renoncent encore à demander une aide faute de solutions pour pouvoir garder leurs enfants. Pour améliorer l'accessibilité, il faut également pouvoir mettre en place des formations à l'accueil de ces publics. Ces publics sont encore trop souvent confrontés au jugement et on sait qu'il suffit parfois d'une mauvaise expérience pour que ces personnes finissent par éviter de recourir aux aides existantes ou par éviter d'aborder le sujet des drogues avec les professionnels. Et ça peut aboutir à des situations non détectées. Concernant les barrières organisationnelles qui freinent l'accès aux services, ce GT et les premières concernées insistent sur l'importance de simplifier les procédures d'admission, sur la flexibilité des horaires, le développement des aides en ligne ou encore l'amélioration de l'accès géographique.
Je vais maintenant aborder certaines des problématiques spécifiques qui sont invisibilisées. Donc, tout d'abord, les services de santé sexuelle sont peu adaptés aux situations rencontrées par les femmes et autres minorités usagères de drogue. Parmi les problématiques abordées régulièrement, les femmes accèdent difficilement aux serviettes menstruelles, de plus en plus avec la féminisation de la précarité. Elles s'interrogent aussi par rapport au dépistage, à la contraception ou au consentement. Elles présentent souvent des aménorrhées, donc pas de règles ou des règles irrégulières, ce qui peut mener à ne pas utiliser une contraception et à s'exposer à des risques de grossesse non désirés ou encore à des IST. Donc, face à ces situations diverses, les femmes trouvent peu d'espace pour obtenir des réponses à leurs questions. D'un côté, elles recourent peu aux services de santé sexuelle qui sont peu adaptés à leur réalité, et d'un autre côté, les services à Suétude sont peu formés aux questions liées à la santé sexuelle. Ensuite, la grossesse et la maternité en contexte d'usage de drogue font l'objet d'une approche répressive et fragmentée, ce qui engendre des conséquences néfastes sur le recours aux services et sur la santé des femmes et de leurs enfants et de leurs bébés. On l'a déjà abordé pour le niveau politique, la stigmatisation liée à l'usage de drogue est renforcée pour les mères et pour les femmes enceintes, et ça ressort systématiquement dans les témoignages des femmes concernées. Du côté des soignants et des soignantes, une enquête menée par Lou Richel à l'ULB nous indique qu'un étudiant en médecine sur 5 serait en faveur des mesures punitives envers ces femmes. Donc les représentations sont très négatives. Ça pose question. Effectivement, on voit dans la littérature que ça contribue à rompre le lien avec les services de santé, à un moindre recours au traitement de substitution et à plus de syndromes de sevrage néonataux. Ces approches culpabilisantes, elles ne tiennent pas compte de la complexité des situations où la grossesse et l'usage de drogue s'imbriquent et qui impliquent notamment des problèmes liés au logement et des relations conjugales problématiques. Hormis quelques exceptions, on voit peu de travail de concertation pour pouvoir accompagner ces situations et un accès limité aux services spécialisés grossesse ou parentalité et à Suétude. Il y a aussi peu ou pas de formation sur ce sujet, donc les professionnels doivent souvent se baser sur leurs convictions personnelles pour prendre des décisions qui sont souvent peu adaptées aux situations. Et ce troisième constat nous a amené à formuler plusieurs recommandations. Tout d'abord, le développement du travail en réseau est indispensable pour améliorer l'accompagnement, l'orientation et la continuité des suivis des femmes et des autres minorités usagères de drogue. Concrètement, il faut pouvoir décloisonner les secteurs en soutenant les collaborations interinstitutionnelles. Ça comprend les services spécialisés en assuétude, les services de santé sexuelle et reproductive, et sans oublier les établissements pénitentiaires où l'accès aux services adaptés reste encore fortement limité. Le travail en réseau peut aussi se concrétiser à travers l'organisation d'immersions pour faciliter le partage d'expériences, et notamment pour faire connaître les pratiques qui se développent dans les espaces en non-mixité ou en mixité choisie. Au niveau des représentations stéréotypées qui existent encore au niveau des professionnels sur le terrain, il faut impérativement soutenir le développement d'une approche sensible au genre. En termes d'actions concrètes, le GT appelle à développer des formations en matière de genre et d'usage de drogue et à les rendre obligatoires pour les corps médical, paramédical et social, sans oublier dans les établissements pénitentiaires. Cette recherche collective met aussi en avant tout l'intérêt des intervisions et des supervisions d'équipe autour des questions de genre. Au sein des services, une approche sensible au genre doit pouvoir être soutenue au niveau structurel, par exemple en développant des protocoles adaptés qui se basent sur les réflexions de groupes de travail spécialisés. Parmi les autres enjeux spécifiques, les femmes et autres minorités usagères de drogue peuvent recourir à l'échange de services sexuels contre argent, produits, logement ou protection. Et la situation de dépendance combinée à la stigmatisation et aux violences les expose à des pratiques à risque qui ne sont pas accompagnées.
Ici, on n'a pas de chiffres, mais il s'agit d'une observation très fréquente sur le terrain. Ces pratiques sont fortement stigmatisées et on observe donc un cumul des sources de stigmatisation parce qu'en effet, le travail du sexe ou la prostitution vient s'ajouter au stigma associé aux drogues. Donc les personnes concernées se présentent peu dans les services socio-sanitaires, elles vont moins se tourner vers les associations spécialisées dans l'accompagnement des travailleurs et travailleuses du sexe, et elles semblent aussi moins réceptives aux messages de réduction des risques, qui sont pourtant proposés de manière gratuite et anonyme. Alors évidemment, cette problématique spécifique souligne à nouveau l'importance du travail en réseau et de la formation, mais elle montre aussi tout l'enjeu autour des campagnes de prévention et de sensibilisation. En termes de recommandations, ce GT appelle à développer ou en tout cas à adapter les campagnes de prévention et de sensibilisation en matière de drogue pour qu'elles puissent tenir compte des spécificités qui concernent à la fois les femmes et les autres minorités usagères de drogue. Concrètement, il faut pouvoir développer des supports visuels et de la documentation à destination de ces publics et évidemment en collaboration avec ceux-ci. Les activités de prévention et de sensibilisation doivent pouvoir être diffusées largement et rendues accessibles en multipliant les canaux de diffusion, par exemple à travers l'organisation d'événements, de campagnes en ligne, etc. Une autre action urgente concerne les campagnes de sensibilisation à destination des citoyens et citoyennes. Effectivement, la stigmatisation à l'égard de ces personnes est systématiquement mentionnée et constitue un frein majeur dans le rapport aux services sociaux et de santé. Le prochain constat qu'on voudrait mettre en avant est sans doute le plus abordé par les participants et participantes. Les violences de genre sont omniprésentes dans les parcours des femmes et des autres minorités usagères de drogue et elles peuvent prendre plusieurs formes. Je vais revenir ici sur quelques exemples. Donc évidemment, les parcours sont diversifiés, mais la consommation est fréquemment une manière de gérer les traumas liés aux violences sexuelles et conjugales. Certaines femmes qu'on a rencontrées expliquent aussi qu'elles préfèrent accepter les violences de la part d'un partenaire pour éviter de s'exposer aux violences multiples qui sont présentes plus largement dans les milieux liés aux drogues et à la précarité. Du côté des minorités sexuelles et de genre, on a récolté pour le moment peu de témoignages, mais la littérature nous montre que la discrimination et la stigmatisation contribuent entre autres aux problèmes de santé mentale qui sont très présents au sein de ces populations. On constate aussi que les dynamiques conjugales exposent les femmes à une moindre gestion de leur propre consommation, que ce soit au niveau de l'achat de produits ou de la prise de substances, ce qui peut mener à des risques sanitaires accrus. Dans l'ensemble, les violences de genre et les dynamiques conjugales contribuent énormément à l'isolement social et à la dissimulation de la consommation, c'est-à-dire à des usages cachés. Donc, comme pour les services de santé sexuelle, il faut noter que les services spécialisés dans la prise en charge des violences de genre sont peu adaptés à ces situations. Et puis du côté des services à suétude, les professionnels ne sont pas outillés pour pouvoir y répondre. Donc, face à ce constat, nos recommandations vont porter sur tous les niveaux d'intervention. Au niveau du travail en réseau, il faut de toute urgence renforcer les collaborations avec les services spécialisés dans la prise en charge des violences de genre, mais aussi avec les associations féministes et LGBTQI+. Ce type de partenariat permettrait d'adapter la prise en charge des violences aux réalités des usagères de drogue, et inversement, ça permettrait aux professionnels du secteur à suétude de se sentir plus outillés par rapport à ces violences. Il y a aussi plusieurs actions de prévention et de sensibilisation à mettre en place au sein des structures pour pouvoir changer les représentations, à la fois du côté du personnel et de l'ensemble des bénéficiaires. Donc, par exemple, l'organisation de groupes de parole réguliers et diversifiés permettrait de déconstruire les normes et représentations autour des masculinités. Au niveau de l'offre de services, la création de services en non-mixité réservés aux femmes et autres minorités usagères de drogue, comme ça existe déjà à Barcelone, permettrait aussi d'apporter une prise en charge intégrée de situations de violence et d'usage de drogue. Je vais maintenant laisser la parole à Sophie,
qui va vous parler des dispositifs qui se sont développés sur le terrain à l'initiative de travailleurs et travailleuses engagés. On insiste vraiment sur l'importance de soutenir ces initiatives pour améliorer notre compréhension des inégalités de genre dans le champ des drogues et pour pouvoir lutter contre ces inégalités. Donc moi, je vais vous parler du dernier constat qui concerne les initiatives de terrain, comme Carole l'a mentionné. Je vais parler particulièrement spécifiquement des espaces femmes, parce que c'est l'expérience et la pratique que j'ai, mais on parle aussi des centres de jour, d'hébergement pour femmes, des dispositifs mobiles, des intervisions, des formations, des groupes de travail, etc. sur ces questions-là. Et toutes ces initiatives permettent d'apporter une réflexion et participent, entre autres, à trouver des réponses aux problématiques que Carole a exposées. Donc il y a des enquêtes scientifiques qui ont été menées à Bruxelles et à l'étranger qui prouvent et démontrent l'efficacité de ces dispositifs, mais en raison du soutien partiel au niveau institutionnel et politique, ces initiatives peinent à se développer et à se faire connaître. Donc pourquoi ces espaces ? Donc depuis un certain nombre d'années, des services et structures tels que Dune et Transit ont mis en place des espaces femmes qui permettent d'offrir des plages d'accueil spécifiques et des lieux d'échange informels et sécurisés aux femmes. Et on met de nouveau l'astérix, comprenant toutes les personnes qui s'identifient comme femmes. Donc dans nos files actives, c'est un constat partagé dans plusieurs services et structures. Le pourcentage de femmes était autour de 10%, voire parfois moins. À Dune, on était en 2017 à 4% de femmes dans notre file active. Aujourd'hui, en 2020, nos chiffres de 2022, on est à 17%. Donc ça donne déjà un indicateur de ce que ce genre de dispositif peut apporter au sein de nos structures. Donc les objectifs et les bénéfices de ces projets sont de redonner une place aux femmes au sein de nos structures et soigner leur accueil, de leur donner du temps pour pouvoir répondre à leurs demandes et besoins spécifiques, mais aussi de valoriser les savoirs expérientiels et la parole des femmes. On favorise également la capacité à prendre soin d'elles, à se reconnecter à elles-mêmes, à apporter des soins à leur corps, à découvrir des outils de bien-être et de relaxation. Indirectement, on travaille donc sur l'image, l'estime de soi et le pouvoir d'agir sur la santé et sur leur vie. Un des objectifs est aussi d'améliorer l'accès aux soins, aux droits, au logement et de contourner l'isolement social en améliorant le réseau social de toutes. Et donc ces projets sont aussi basés sur une approche participative et donc on réalise également des focus group et d'autres ateliers pour que ce soit vraiment des processus en co-construction avec les personnes concernées. Alors, que sont ces espaces ? La non-mixité ou la mixité choisie, c'est encore quelque chose qui est souvent questionné et remis en question dans le secteur et dans la société dans laquelle nous vivons. Alors, selon nous, il ne s'agit pas de faire du séparatisme, mais une façon de ne pas reconduire la domination dans certains espaces. C'est un outil de libération, un outil pour avancer vers plus de mixité, et c'est en complémentarité de la mixité. Donc, il y a un temps pour tout, un temps pour la mixité et la non-mixité. C'est aussi un moyen pour trouver des manières de partager le pouvoir. Et donc ainsi, les espaces en non-mixité ou en mixité choisie, ça permet de se sentir en sécurité, de libérer la parole, de partager un vécu commun, des expériences, de ne pas craindre ou subir des agressions, de choisir ses propres priorités et stratégies sans l'intervention des personnes non concernées, et enfin de se construire, de prendre ses responsabilités et de s'auto-émanciper. Comme disait Irène Coffer, quand on commande une salade mixte au restaurant et qu'on reçoit une salade avec une seule tomate, est-ce qu'on peut considérer que c'est une salade mixte ? Voilà, c'est un petit peu la mixité, c'est plus un objectif qu'une réalité aujourd'hui, d'où l'importance de ces espaces-là. Alors, on rencontre aussi des difficultés et des limites dans les projets que nous menons. Les premières difficultés, c'est le peu de moyens ou quasi pas de moyens humains, financiers et matériels. Donc c'est une charge de travail en plus pour la responsable du projet et pour les équipes, alors qu'on a déjà des missions diverses à réaliser. Les questions de genre ne sont pas une priorité, souvent les équipes sont en sous-effectif,
Il n'y a pas non plus de lieu adapté, disponible exclusivement pour ces projets et publics minorisés. Et puis le fonctionnement de ces projets et ces initiatives se base souvent sur la récupération, les dons, le bénévolat et le travail gratuit non reconnu et non valorisé, ce qui pour nous est problématique. Ensuite, une autre difficulté, c'est la participation fluctuante mais grandissante des personnes concernées en lien avec les conditions de vie précaires de ces dernières. Alors les personnes qu'on rencontre, elles ont des repères spatio-temporels chamboulés, elles sont parfois dans d'autres temporalités, avec d'autres priorités. Quand les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, venir à l'espace femme, ce n'est pas forcément une priorité pour elles. Et ce genre de projet met aussi un peu de temps à montrer leurs bénéfices et leurs effets. Cela demande donc un investissement, un engagement, d'assurer une permanence et la fréquence pour s'ancrer dans les pratiques et devenir un repère pour les personnes accueillies. Alors pour encore illustrer avec quelques chiffres, parce qu'il paraît que ça parle mieux, en 2021, on a réalisé 30 espaces femmes à Dunes. On a compté 102 participations, 1 à 8 femmes par soirée, et 14 femmes différentes sont venues avec 3 enfants adolescentes durant l'année. Entre septembre 2022 et septembre 2023, 50 espaces femmes ont été réalisés, 395 participations, 2 à 22 femmes étaient présentes, avec une moyenne de 8 femmes par soirée. 61 femmes différentes y ont participé, donc le double, dont 31 qui venaient pour la première fois à l'espace femmes ou même à Dunes. Donc on voit de nouveau l'augmentation de la fréquentation des femmes dans nos services et donc aussi indirectement une amélioration vers l'accès et le recours au système social santé pour ces personnes. Je n'ai pas fini. Hop. Alors une autre difficulté limite qu'on peut rencontrer, c'est aussi au niveau de la communication et de la visibilité. Donc ces projets, ils ne sont pas toujours connus et identifiés par le public désinséré, marginalisé et par les professionnels du secteur élargi. On a parfois des difficultés à se faire connaître. En revanche, si nous faisons trop de communication ou si nous bénéficions d'une visibilité plus importante, des femmes non consommatrices, mais en situation de grande précarité, se présentent aussi dans ces espaces femmes et dans les services à Suétude pour accéder à ces espaces privilégiés et sécurisants. Alors Carole en a déjà parlé, mais je vais quand même y revenir parce que c'est quand même central aussi dans le discours des femmes. Un des freins et des difficultés aussi rencontrées, ce sont les relations d'emprise, de dépendance aux partenaires et les communautaires mixtes, dans le sens où certaines femmes ne s'autorisent pas toujours à profiter de ces espaces en raison des relations d'emprise, de violence, de dépendance aux produits et aussi aux partenaires. Et donc les partenaires parfois peuvent harceler la femme pour qu'elle ne vienne pas ou qu'elle ne reste pas trop longtemps dans cet espace où il n'a pas accès. Et donc d'autres femmes expriment aussi leurs difficultés parfois à franchir la porte, à traverser le couloir et l'espace communautaire mixte où elles peuvent être harcelées, violentées, avant d'arriver dans l'espace non mixte ou en mixité choisie. Voilà, alors une autre difficulté ou limite, c'est aussi le travail en parallèle avec le public masculin. Donc on se rend bien compte que l'approche genrée ne peut pas exclure le masculin. On tente d'ouvrir la réflexion et de sensibiliser aux questions de genre, d'encourager le changement des représentations et l'arrêt des violences sexistes. À Dunes, on a proposé d'aller voir une pièce de théâtre sur les violences fondées sur le genre. On a aussi mis une exposition d'Amnesty International sur les violences sexuelles dans le communautaire. On invite aussi et on parle des journées internationales de lutte contre les violences faites aux femmes. On va en manifestation avec les usagers et usagères, mais on aimerait bien aller plus loin. Néanmoins, on manque toujours de temps, de moyens humains, financiers, matériels pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Et enfin, un des derniers obstacles et difficultés qu'on rencontre, c'est aussi les cultures institutionnelles. Donc on est tous et toutes imprégnés des questions de genre et ça peut avoir un impact dans notre parole, dans nos comportements, dans nos actes. Et donc on essaie de travailler à déconstruire et à ajuster nos représentations et nos pratiques pour mieux accueillir et accompagner tout le monde sans stigmatiser, y compris les minorités de genre et sexuelles. Alors, nos recommandations concrètes en lien avec ces dispositifs spécifiques. Et donc la première, c'est évidemment de soutenir et de pérenniser nos projets qui ont un accompagnement sensible au genre. Ensuite, c'est de baser la réflexion sur les difficultés du public accueilli, leurs besoins et leurs avis. Donc c'est favoriser le partage d'expériences entre experts et experts de vécu et développer la paire-aidance,
impliquer davantage les femmes et les minorités de genre et sexuelles dans les réflexions et les décisions qui les concernent, et ainsi stimuler leur capacité d'agir sur leur santé, leur vie, mais aussi stimuler leur participation à la vie démocratique et sociale. Alors on pense aussi qu'il serait important, nécessaire d'organiser des groupes de discussion avec l'ensemble des usagers et usagères des services pour développer des stratégies ensemble qui permettent de travailler vers un passage vers une mixité sécurisante et non discriminatoire. On aimerait aussi faciliter l'accès à des activités rémunérées. Quand on réalise du coup ces focus group avec les personnes concernées, on a l'habitude de rémunérer les personnes qui partagent leur expertise, leur vécu, leur intimité, qui nous accordent du temps pour améliorer nos dispositifs et nos pratiques, et cela semble vraiment nécessaire. On aimerait aussi soutenir une réflexion politique de genre plus générale au sein de nos équipes et de nos structures d'aide et de soins et du secteur élargi, et d'intégrer la dimension de genre dans tous nos dispositifs, dans nos missions, dans notre approche, tout en favorisant l'implication de nos bénéficiaires. Et donc, c'est aussi prévoir des formations, prévoir des supervisions, des interventions autour des questions de genre. Alors, Carole l'a déjà dit, mais je l'appuie également. On insiste aussi sur le fait qu'il faut développer le travail en réseau, décloisonner les secteurs pour pouvoir répondre aux différents besoins de ces publics, et qu'il faut continuer à trouver des réponses adaptées, innover, permettre une diversité de l'offre des services sensibles au genre pour répondre à la diversité et à la complexité des situations rencontrées par les personnes consommatrices de drogue. Et finalement, on est ici aujourd'hui pour interpeller aussi les pouvoirs publics, et nous vous demandons d'intégrer une perspective de genre dans le développement de politiques de réduction des risques, ce qui nécessite également une réforme des cadres législatifs répressifs, notamment de la loi 1921, telle que Carole l'a expliqué tout à l'heure. Voilà, un tout grand merci pour votre attention. Je pense que c'est le moment des échanges. Effectivement, merci. Je pense qu'on peut les applaudir. Pour tout ce travail très important que vous avez effectué. Merci Sophie Godden, merci à Carole Walker également. Nous allons donc passer aux échanges, et vous faites une très belle transition puisque vous avez interpellé le monde politique. Nous allons donc échanger. Je vais donner la parole à chaque groupe politique avec cette précision de ramasser vraiment les interventions pour qu'on puisse donner la parole à la salle, pour que vous puissiez aussi échanger après avec les personnes qui poseront des questions. Et donc, ne soyez pas trop longues. Je vais donc vous présenter les parlementaires ici présents. Il s'agit de 5 femmes qui connaissent bien le sujet puisqu'elles travaillent dessus. Pour le groupe MR, nous avons ma collègue Latifa Aïd-Bala. Pour le groupe PS, Delphine Chabert qui se trouve à ma gauche ici. Chez Écolo, on a 2 parlementaires, donc Zoé Genot qui est là et Margot Deré. Et pour le groupe des filles, j'ai ma collègue Marine Agi à ma droite. Voilà, je pense que j'ai bien observé, je n'ai oublié personne. Et voilà, donc je vais passer la parole à Latifa pour un mot, voilà, de manière brève, et puis on reviendra évidemment dans l'échange lorsqu'il y aura la séance de questions-réponses. Merci, Monsieur le Président, mais je pensais qu'on allait d'abord avoir un échange peut-être par rapport au film documentaire, mais bon. Je pense qu'on fait les deux. Vu le temps qui nous reste, je pense qu'on peut ramasser tout ça. Donc en fait, moi, je n'ai pas préparé d'intervention. Je suis là essentiellement, évidemment, pour vous entendre et surtout pouvoir, évidemment, et je vous remercie pour ce document qui est extrêmement riche. Je dois avouer que, en fait, j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, il doit faire figure de Bible pour le monde politique, parce que vous avez établi, évidemment, des constats
que nous connaissons, puisque à titre personnel, mais également avec mes collègues, on suit ce dossier depuis le début de la législature. On a l'habitude, évidemment, d'aller à la rencontre des acteurs de terrain et systématiquement, je peux vous garantir que nous interpellons aussi les membres du gouvernement sur la question de la dimension de genre, parce qu'effectivement, lorsqu'on parle des assuétudes, on sait pertinemment qu'il y a des biais de genre et de manière générale, on vit dans une société où la question des assuétudes n'est pas suffisamment exploitée, ne serait-ce que sur le plan politique, pas suffisamment soutenue. C'est ce qui nous revient systématiquement des acteurs de terrain lorsque nous les rencontrons. Et la dimension de genre, je dirais qu'elle est un petit peu le parent pauvre des politiques publiques. On a aussi l'occasion de rencontrer aussi dans les prisons les femmes qui aussi, malheureusement, consomment aussi, et toutes les difficultés qu'elles rencontrent. Et c'est vrai que le film documentaire que vous avez présenté, et je tiens évidemment à vous féliciter, parce qu'au fond, il synthétise l'ensemble des problématiques, au fond, que ces femmes rencontrent. C'est vrai, vous l'avez dit, dans le cadre de la présentation, il manque peut-être la dimension diversité en termes d'origine ethnique, parce qu'on sait aussi que là, il y a des problématiques encore bien plus spécifiques. C'est effectivement la question des assuétudes. On le sait bien, on a toute une série de préjugés à l'égard des assuétudes, mais ces questions-là sont encore beaucoup plus difficiles à traiter au sein de certaines communautés. Donc je crois que voilà, c'était un petit peu le sens de mon propos, c'est surtout de vous dire que, à titre personnel, mais également au sein de notre groupe, évidemment la question du genre, c'est quelque chose qui doit être davantage soutenu. Les acteurs de terrain doivent être aussi davantage soutenus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Le documentaire, comme d'ailleurs les propos que vous avez tenus concernant les constats, montrent qu'aujourd'hui, il y a, on peut le dire, un certain échec des politiques publiques. Vous l'avez rappelé, il y a une augmentation des consommations et malheureusement, on n'est toujours pas en capacité de pouvoir répondre aux besoins de ces populations cibles. Donc je crois que pour la prochaine législature, il faudra évidemment s'y atteler. Et je vous le dis, je pense que votre document de synthèse est véritablement un outil formidable pour nous, les politiques. Merci Latifa. Delphine. Oui, merci pour me donner la parole, mais surtout merci à vous pour ce documentaire. Merci à vous d'amener cette parole, ces témoignages-là. Merci à toutes ces femmes qui ont eu le courage de témoigner. On a vraiment besoin de ça. Et je pense que la première chose, c'est de sortir de l'invisibilité. C'est ce qu'on essaye de faire ici. On essaye de politiser des sujets. Et je suis féministe et nous sommes plusieurs députés parlementaires à être féministes. On essaye de politiser des sujets qui sont trop souvent renvoyés à l'intime parce qu'ils concernent les femmes, parce qu'ils concernent leur corps, leurs enfants ou leur santé. Et donc on essaye de politiser. Et pour politiser, il faut rendre visible, c'est ce que vous faites avec ce documentaire qui me semble être important. On essaye de visibiliser l'ensemble des femmes qui sont les plus écartées des systèmes mainstream. On a fait des journées importantes ici, on a donné la parole à des femmes dans des secteurs précaires, du care, des travailleuses du sexe, des aides ménagères, des femmes en prison, des femmes de la rue. Et donc, voilà, ça participe de tout ça. C'est quelque chose qu'on veut soutenir beaucoup plus fort. Alors, j'avais quelques questions par rapport au film, je les glisse, et puis quelques commentaires aussi. Vous amenez leurs paroles ici. Je voulais savoir si vous leur avez proposé ou si elles avaient eu envie, peut-être elles-mêmes, de venir pour nous interpeller directement ou nous poser des questions pour qu'on puisse répondre. Je voulais savoir aussi si ce film avait été déjà montré dans vos secteurs, donc d'une transit, j'imagine, mais peut-être les autres secteurs du sans-abrisme, peut-être les autres secteurs de la santé sexuelle. Et si oui, comment il a été reçu? Parce que là, vous êtes vraiment à l'intersection de toutes ces politiques sectorielles. On a le sans-abrisme, on a les assuétudes, la santé sexuelle et aussi le secteur féministe. Et je pense que c'est un peu le nœud dans lequel on est, et c'est là-dessus que politiquement on doit travailler, c'est sur cette approche. Alors j'ai entendu vos pistes que vous avez mis en avant essentiellement. Ça me semble essentiel, cette question de la formation et de la sensibilisation, mais donc transdisciplinaire et transsectorielle, et je pense ensemble si c'est possible. Il nous faut des objectifs précis, et ça, c'est à nous, aux politiques, de le faire, et des outils de pilotage. Vous avez insisté sur la question des données. Il nous faut des données qualitatives, quantitatives,
Donc donner aux services les moyens de faire cette récolte de données, mais aussi qualitative, c'est ce que vous avez fait notamment dans cette recherche et avec les focus group et les recherches actions. On en a vraiment besoin, donc on doit soutenir ça. Et puis je pense que surtout on doit favoriser l'ensemble des approches, de valoriser vos expertises, à la fois les expertises féministes, dans tous les secteurs. Mais c'est vrai que dans le social santé, les députés qui sont ici travaillent sur les questions social santé. On essaye de ramener ces savoirs féministes. Mais par exemple, je me demande si les organisations féministes sont ici, en fait. Puisqu'on doit ramener les questions des organisations féministes dans le social santé chez les féministes. Mais voilà, ce sont des questions que je me pose. Je vois que mon président me demande d'arrêter. Mais voilà, j'aurais peut-être des questions alors qui viendront aux professionnels que vous êtes et aux experts que vous êtes dans le cours du débat. Je vous remercie. Merci Delphine. Je pense que lorsqu'il y aura des questions-réponses... Une petite question, vous n'en avez pas parlé, la question des pères aidantes. Est-ce qu'il y a des pères aidantes de femmes usagères, toxicomanes, etc., dans les secteurs social, santé et féministe? C'est vraiment une vraie question que je voulais poser. Merci. Merci Delphine. Non, je pense que si vous notez les questions, on va faire cette première salle avec les politiques et puis ensuite on va passer au reste de la salle. Margot? Merci, Monsieur le Président. Je voulais vous remercier, vous les intervenantes de ce matin, celles qui ont aussi œuvré au film, mais aussi toutes les personnes qui ont travaillé dans les coulisses à toutes ces études, à toutes ces recherches et à toute cette sensibilisation sur la thématique. À titre personnel, j'ai toujours trouvé que c'était une thématique qui était difficile parce qu'elle recouvrait tellement de réalités différentes que finalement, ça va de les copines qui consomment dans le milieu festif aux personnes que je croise, par exemple, à Ribeaucourt le matin quand je vais au Parlement. Et donc, c'est important aussi des moments comme celui-ci, individuellement, pour sensibiliser aussi les députés et leur permettre de dire, OK, il y a tous des cadres théoriques qui existent et qui nous donnent aussi des grilles de lecture du phénomène. Je pense qu'il faut aussi, et vous l'avez dit quand vous avez aussi mentionné le fait qu'ici vous aviez exclusivement penché le docu sur des personnes blanches, mais remettre la thématique dans le contexte dans lequel on est. On est en Belgique, la Belgique, elle occupe une certaine place sur la carte du monde. On a une culture quand même liée, par exemple, moi je pense à l'alcool qui est assez prégnante et qui va influencer évidemment tout ce que l'on vit. Et donc je pense que c'est hyper important dans vos recommandations, comme vous l'avez fait, mais de mentionner la nécessité de vraiment aller dans le micro du phénomène et pas juste se baser sur des grandes études internationales qui sont faites dans des contextes qui ne nous ressemblent pas. Et donc merci en tout cas pour cette expertise-là. Alors moi, ce qui m'a frappé, et ça m'avait frappé à l'époque quand on avait visité la prison pour femmes de Berkendal et que j'avais poursuivi le travail en rencontrant notamment des TDS et notamment des femmes trans TDS qui parlaient de la thématique, mais de la circularité de la violence. Comment la violence mène à la consommation mène à la violence et ainsi de suite. Et je trouve que le documentaire le révèle de manière assez flagrante au final. Et je pense que c'est un outil important, et je rejoins ce que disait Madame Chabert, mais aussi pour sensibiliser finalement des gens qui sont éloignés de la thématique pour comprendre en fait tout ce qui se passe derrière et toute la complexité qui, vous le disiez, est souvent ignorée par le monde médical aussi. Moi, je crois qu'on a un réel problème, et là c'est l'avis peut-être de la femme politique qui le dit, mais pour toucher les personnes. Et je pense que vous êtes en fait les seuls à pouvoir le faire. Nous, on peut faire des campagnes grand public, ça c'est sûr, mais dès qu'on essaye de toucher des publics précarisés, on se rend compte qu'on est vraiment, vraiment limité dans nos outils. Je ne vais pas revenir sur les recommandations, je pense que mon groupe est tout à fait d'ailleurs en phase avec ce que vous avez proposé et soutient toute une série déjà d'initiatives dans les niveaux de pouvoir où nous nous trouvons. J'avais 2-3 petites questions, mais vous préférez, Monsieur le Président, que je les garde pour après ou... Non, je pense que vous... Oui, je peux rapidement alors. Moi, j'avais une question. Donc, vous avez parlé du parcours de vie qui est femme victime de violence, qui du coup alimente ce système d'assuétude la concernant. Mais je me demandais s'il n'y avait pas d'autres trajets de vécu qui pourraient attirer notre attention et qui sont propres aux femmes. Est-ce que, je sais pas moi, les parcours de vie dans l'enseignement supérieur, ça peut être quelque chose, ou le décrochage scolaire préalable. Enfin, j'essaie un peu de aussi voir quelles sont les différences par rapport au parcours. Je pense que sur la non-mixité, vous avez à 3 milliards de % raison, et mon groupe est convaincu que c'est très important de le faire. Et si je ne me trompe pas, il y a aussi des exemples internationaux qui ont utilisé des pratiques telles que celle-là, et ça a tout à fait fonctionné. Donc je pense que ça, on peut l'appuyer. Et alors, ma question, c'est surtout sur le monde de la santé et des stéréotypes.
Oui, où je trouve que c'est hyper compliqué de travailler sur les biais de genre dans ce domaine, puisqu'à chaque fois on nous renvoie à l'indépendance des cursus en médecine, l'indépendance des médecins, etc. Et donc j'aimerais bien vous entendre en fait sur qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, si aujourd'hui on peut faire appuyer sur un gros bouton pour essayer de travailler à cela. Et alors, dernier mini-sujet, je le glisse, mais ce n'est pas vraiment une question, c'est sur tout ce qui est le chemsex, et je ne sais pas si vous travaillez un peu sur la question, comme c'est un phénomène qui a apparu quand même récemment, genre plus ou moins en 2000. Je m'interroge un peu sur le lien avec tout ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Merci Margot. Marie? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord de m'excuser d'abord pour le fait que j'ai raté le film, et donc j'ai du rattrapage à faire. Mais je pense que les exposés et la possibilité de retravailler sur la question est important. À titre personnel, c'est un sujet qui me semble essentiel, parce que je pense que dès par les politiques mondiales en matière de drogue, la consommation de drogue ne fera qu'augmenter si on ne change pas d'approche globalement, mais qu'il est sans doute trop tôt pour que les pays européens notamment constatent cette difficulté, et que donc on aura de plus en plus probablement ce phénomène d'addiction. C'est vrai aussi parce que, et quelqu'un l'a mentionné, nous sommes dans une société où l'approche par exemple vis-à-vis de l'alcool et de la prévention est insuffisante, et l'échec du plan alcool fédéral est là pour montrer qu'on n'ose pas aller jusqu'au bout de ce que cela signifie. Je pense aussi qu'il y a un travail de prévention qui mérite d'être développé, mais c'est difficile parce qu'on est dans des publics précaires, on est dans une dimension femme qui est, on le sait, compliquée, les mamans solo, les rapports d'indépendance socio-économique. Bon, voilà. Donc merci beaucoup. C'est un sujet qui doit être mis sur la table, l'approche genrée de cette question. Le comité d'avis de la COCOF, le comité d'égalité, avait quelque part une intuition sur cette question, puisque nous avions prévu de travailler sur l'alcoolisme et les assuétudes chez les femmes. Donc c'est prévu dans notre calendrier, et vous anticipez quelque part. Et donc on a déjà de quoi nourrir nos réflexions. On a aussi travaillé sur le gender budgeting, c'est-à-dire sur la nécessité, par exemple, d'analyser en matière de politique de santé qu'est-ce qui va aux femmes et qu'est-ce qui vraiment a une approche femme, et comment les politiques se travaillent à ce niveau-là. Je retiens de ce que vous proposez le travail en réseau, le renforcement des structures d'accueil. Maintenant, je dois dire que je vois les difficultés budgétaires qui approchent, et je vois les demandes immenses et pertinentes du secteur. Donc je crois que ça va être une difficulté majeure, mais vous êtes là pour rappeler que c'est une priorité. Donc ça, c'est super important. Moi, je dirais dans vos recommandations, si vous devez en choisir deux qui vous sembleraient les plus prioritaires, est-ce que vous avez quelque chose que vous pouvez adresser aux différents partis qui, par ailleurs, je pense, de manière générale, auront une approche positive à vos recommandations? En tout cas, pour Défi, ce sera le cas. Mais qu'est-ce qui serait vraiment les deux ou les trois priorités prioritaires? Merci Marie. Je vais vous donner donc la parole. Essayez de ramasser. Il y a des questions qui parfois se rejoignent. Je pense que pour qu'on puisse donner la parole aux participantes et participants tout à l'heure. Voilà, vous avez la parole, Sophie et Carole. Si d'autres membres du GT ou collègues du secteur souhaitaient apporter des choses supplémentaires, n'hésitez pas. Monsieur le Président. Excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai une petite question à poser concernant le documentaire, si ça ne vous dérange pas. Rapidement. Merci. Parce qu'effectivement, dans le cadre de la présentation, vous aviez indiqué que le documentaire a été financé par le biais d'une cagnotte. Je voulais savoir, en fait, si vous aviez éventuellement frappé à des portes
auquel cas vous auriez peut-être essuyé des avis à refus. Voilà, donc je voulais savoir quelles étaient éventuellement les raisons pour lesquelles vous peut-être passez par une cagnotte et peut-être pas par d'autres biens. Merci. Voilà, je vous donne la parole. Avant de commencer, Elisa, tu veux dire quelque chose ou j'y vais? Donc, pour répondre aux questions concernant le documentaire, donc effectivement, on a vraiment essayé d'offrir la possibilité à chacune de pouvoir s'exprimer. Maintenant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a certaines populations qui sont vraiment au croisement de différentes oppressions et discriminations et que c'est d'autant plus difficile pour elles de prendre la parole face caméra et que voilà, on peut en voir une ou deux mais qui n'ont pas souhaité s'exposer et ce qu'on respecte tout à fait. Voilà. Et concernant la participation du coup des experts de vécu et actrices aussi du documentaire, donc il faut savoir qu'elles ont vraiment été, comme l'a dit Elisa, invitées dans tout le processus à se positionner, que ce soit dans le choix des images qui ont été sélectionnées, si elles voulaient être floutées, pas floutées. Enfin, voilà, on a vraiment fait tout ce travail de construction avec elles. Et à chaque fois, elles ont été rémunérées. Et à chaque fois aussi qu'on a projeté ce documentaire, elles ont été invitées à venir le présenter avec nous, répondre ou non aux questions, être présentes simplement si elles le souhaitaient. Ce qui a été aussi, on leur a aussi proposé de venir ce matin. Mais comme je le disais aussi tout à l'heure, quand on est une personne en situation de grande précarité et que nos besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, ce n'est pas une priorité de venir au Parlement présenter ce film. Mais c'est aussi confrontant en fait, de revenir revoir ces images devant un public aussi et dans ce lieu un petit peu stressant, ce qu'il est aussi pour nous. Mais donc du coup voilà, ce matin, je ne pense pas qu'elles sont arrivées. Mais elles ont été présentes à plusieurs projections. La dernière, c'était, on en a fait de nombreuses, en fait, on en a fait une quinzaine, plus ou moins, je crois. Entre autres, dans le secteur assuétude, précarité, mais aussi étudiants, étudiantes, école d'assistante sociale. On a fait à Douche-Flux, on a fait pour Lilo, on a fait à Dune, à Modus, pour l'anniversaire de Modus Vivendi aussi au colloque. On a aussi touché des milieux militants féministes et lutte sociale différente. On l'a fait au DECA, qui est un lieu militant. On l'a fait le Parlement Amazon, européen. Et au Parlement. Au Parlement européen. Donc on a touché différents secteurs. On a aussi fait des séances publiques, donc cinéma aventure, avec les sous-entendus aussi. Donc on a essayé de drainer un maximum aussi de toucher en tout cas un maximum de personnes différentes. C'est pour nous, je pense, vraiment un outil de sensibilisation. On se rend compte que les retours sont vraiment chouettes en fait, et touchants. Et même au sein de nos services parfois d'assuétude, où des personnes nous ont dit « mais je ne me rendais pas compte de ce que ces femmes pouvaient vivre », ce qui nous a un peu étonnés. Mais donc voilà, c'est un outil qui nous semble intéressant et important. Mais aussi, pour reparler de la participation des femmes, au tout début, on avait décidé avec les femmes qu'ils seraient mis en ligne à un moment donné. Et là, on est en train de revoir ça, parce qu'on se dit aussi qu'elles ont parlé, là, ça fait presque 1 an et demi que les images elles ont été prises. Elles étaient dans un moment de vie qui était celui-là. Aujourd'hui, elles sont encore un peu autre part. Et peut-être que dans 10 ans, elles seront encore autre part. Et est-ce qu'on a envie que ces images-là les poursuivent à vie, que parfois d'autres personnes y aient accès dans leur entourage, etc. Peut-être pas, en fait. Et donc là, il n'est pas en ligne, en tout cas pour le moment. Et c'est encore quelque chose qu'on réfléchit avec elles. Et voilà pour la participation. Je ne sais pas si ça a répondu. Tu veux ajouter quelque chose? Et alors au niveau des subsides, donc nous on avait la volonté, donc c'est un projet qui a été possible parce qu'on était travailleuse à Dune pour et Mélissa, moi j'y suis toujours, donc en contact déjà avec ce public-là, avec un lien de confiance déjà créé depuis un certain temps. Mais c'est un projet qu'on a décidé de faire de manière autonome et indépendante parce qu'on voulait justement aller là où on voulait aller avec elles, être tout à fait libre de parler de ce qu'elles avaient envie, de pouvoir aussi dire des choses pas toujours chouettes à entendre sur les institutions et de ne pas être justement mal pris par rapport à des subsides ou autre chose. Et donc on a fait effectivement une cagnotte en ligne et on a quand même reçu 1 000 € de la commune de Saint-Gilles pour nous permettre de le diffuser après l'avoir créé donc, dans différents lieux. Voilà. Tu veux reprendre sur une question? Je ne sais pas comment m'y prendre, moi.
Déjà, merci pour vos réactions et surtout pour votre intérêt pour cette thématique. Je pense que ce documentaire et notre fiche de constat, elle soulève elle-même beaucoup de questions auxquelles on ne peut pas forcément toutes répondre. Par exemple, vous évoquiez les différents parcours de vie. Enfin, nous, on aimerait bien pouvoir poursuivre ce travail. Et donc, on demande aussi à pouvoir être soutenu dans cette initiative qui part de notre engagement. Et donc, ça se fait en dehors de nos activités courantes. Et donc, on aimerait bien réfléchir à des manières de poursuivre ce travail pour pouvoir améliorer notre connaissance. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, dans la recherche, voilà, il y a peu en fait, de méthodologies qui permettent d'aller vers les publics, de récolter ces témoignages. Je pense que le documentaire, c'est un super moyen aussi d'y parvenir. Donc ça reste encore à réfléchir et donc on aimerait pouvoir poursuivre ce processus dans le temps et notamment d'analyser en fait l'environnement politique. On n'a pas encore eu l'occasion de faire ce travail-là pour encore mieux identifier les personnes à mobiliser. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on va poursuivre cet après-midi parce qu'on organise des ateliers participatifs pour encore continuer à réfléchir à ces questions et améliorer ce travail et notre compréhension des situations. Donc voilà, j'insiste sur le fait que c'est un travail en cours à poursuivre. Et est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Voilà, et pour adapter le système de santé en fonction, et notamment on a beaucoup parlé des formations, mais il y a aussi beaucoup de travail à faire pour réfléchir au contenu, comment adapter ça aux différentes parties du système social santé. Et donc voilà, il y a encore vraiment, ça soulève beaucoup de questions, il faut continuer à travailler là-dessus. Et on est ravis que ça puisse en tout cas être un sujet que vous prenez avec beaucoup d'intérêt. Donc, moi, je vais venir avec quelque chose qui me travaille beaucoup pour le moment dans mes 2 emplois. Et donc en tant que travailleuse de terrain aussi, c'est... je ne sais pas comment je vais le dire avec tact, mais donc du coup, c'est aussi cette réalité dans laquelle on est aujourd'hui, de conditions de travail excessivement dures, de grande violence, d'une précarité qui augmente, de fil actifs, de publics différents, avec des pratiques différentes, des produits différents qui arrivent dans nos structures et on se retrouve vraiment démunis, parfois maltraitants et maltraitantes sans le vouloir, parce qu'on n'a pas de bonnes conditions pour faire le travail qu'on est censé faire aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, évidemment, ces questions de genre sont centrales dans mon travail et sont vraiment, j'ai un intérêt vraiment très important pour ça. Mais je me demande comment est-ce qu'on fait pour travailler ces questions-là quand même notre accueil de base, il ne peut pas être satisfaisant quand on ne peut pas répondre aux demandes des personnes, quand oui, en fait, la moitié des équipes sont en burn-out, qu'on est en sous-effectif, qu'on n'a pas de moyens financiers, humains, matériels, pas de lieux à disposition. Comment on fait pour traiter ces questions-là alors que nos missions de base, en fait, ont déjà du mal à survivre, en fait. Et donc, c'est aussi là-dessus que j'ai envie de vous solliciter aujourd'hui. On a vraiment besoin, en fait, de soutien pour que nos services, nos structures puissent travailler dans des bonnes conditions. Et ça demande aussi des évolutions, des réglementations, des lois, que ce soit sur la loi 1921, sur la crise de l'accueil, sur le droit au logement. Donc vous nous demandiez quelles étaient les priorités. Moi, j'ai tendance à ne pas négocier mes priorités. Donc c'est tout. Je ne sais pas choisir, surtout quand on est au contact avec ces personnes-là. C'est difficile de dire c'est plus ça que ça. Mais en tout cas, l'accès au logement est vraiment quelque chose de fondamental aujourd'hui qui nous met en grande difficulté dans l'accompagnement des personnes qu'on rencontre. Et il y a plein d'autres priorités aussi. Voilà. Les dispositifs spécifiques, évidemment. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai dit un petit mot aussi sur le centre de jour pour femmes que Lilo a ouvert, le centre Circé, qui est un nouveau dispositif innovant, avec une équipe 100% féminine qui a été formée justement sur les enjeux de discrimination, de violence, etc. Et donc ce genre de dispositif aussi devrait obtenir les moyens nécessaires pour fonctionner correctement et aussi pouvoir se multiplier dans le secteur. Les membres du GT, vous voulez rajouter des choses ? Il y avait quoi d'autre comme question ? Je ne sais pas si vous avez pu aborder toutes les questions. Est-ce qu'on a oublié une question ?
s'il n'y a pas d'oubli, on va passer... Ah oui, la question de la paire et danse. Mais donc du coup, c'est quelque chose qui se met de plus en plus en place dans plusieurs structures. À Dune et au centre Circé, on a un ou une paire aidante. Il y a une formation aussi qui s'est mise en place et c'est quelque chose qu'on soutient évidemment dans les 2 lieux de travail où je suis. D'ailleurs, cet après-midi, lors des ateliers, il y a aussi un atelier participatif sur justement comment on fait participer les publics et aussi sur la paire et danse. Donc voilà, on vous invite aussi à parler avec... Il y a des personnes expertes de vécu ici et paire aidantes qui pourront mieux en parler que nous. Voilà, c'est le temps de passer la parole à la salle. Et on a beaucoup parlé de l'îlot et sa directrice est présente, Ariane Diritz. On va prendre une salve de questions, comme ça vous pourrez noter et répondre, on gagnera du temps. Je vais passer la parole à Ariane, mais je ne sais pas s'il y a déjà des personnes qui souhaitent prendre la parole. Ariane. Merci. Sophie rappelait l'importance d'un financement correct de structures comme celle que nous avons créée et l'importance de pouvoir en créer d'autres. Aujourd'hui, nous avons un financement structurel qui nous permet de faire tourner quand même les services 5 jours sur 7. On y accueille des femmes qui sont en errance, donc vous entendez que c'est 5 jours sur 7, ça veut dire qu'il y a 2 jours où ces femmes n'ont pas l'accès à ces services. Mais malgré un financement structurel, il faut bien déjà se rendre compte aujourd'hui, après seulement quelques semaines de fonctionnement, que c'est insuffisant pour pouvoir ouvrir un nombre d'heures. Aujourd'hui, le centre est ouvert de 8h45 à 14h, je ne me trompe pas. Ça veut dire quand même une grosse partie de la journée sans solution pour ces personnes. Et même pendant les tranches horaires dont je parle, il y a quand même un non-accès au service puisque l'équipe doit pouvoir aussi se réunir, continuer de se former, etc. Donc je pense qu'effectivement, une amélioration du financement est absolument indispensable, surtout dans un projet pilote qui va permettre aussi de faire des petits, j'espère, dans d'autres secteurs et qui sera forcément sollicité en termes de partage d'expérience et de savoir. Et puis, je voudrais rebondir sur la question de la paire aidance. C'est absolument indispensable. Nous voyons la force que ça a été de pouvoir recueillir et s'appuyer sur la parole des femmes pour pouvoir concevoir et de créer un centre qui soit vraiment adapté aux besoins de ces femmes. Aujourd'hui, le poste de paire aidante qui fait partie de l'équipe de Circé de l'îlot est un poste qui n'est pas financé par le cadre de financement public, mais par la Fondation Roi-Baudouin, que je remercie, je pense qu'elle est représentée ici aujourd'hui, pour une période limitée. Ça veut dire que dès que ce financement s'arrête, on met en péril la présence de paire aidant, de la paire aidante dans le projet. De manière plus large, je pense qu'il est indispensable, si je peux me permettre moi une priorisation, même si je te rejoins sur la difficulté de prioriser, il est indispensable que les cadres de financement public intègrent la question de la paire aidance. On ne peut pas travailler sans la parole et la présence des personnes directement concernées. C'est aujourd'hui un non-sens et c'est en soi de la violence institutionnelle. Donc moi je plaide vraiment pour que ces postes soient financés dans le cadre du financement public. Merci. D'autres questions, réactions, interventions? On a oublié de répondre à la question sur le chemsex aussi. Ah voilà, je vous laisse la parole. Du coup, c'est aussi un public qu'on rencontre dans nos services, alors que c'est habituellement pas un public désinséré, marginalisé, mais plutôt privilégié. Mais donc ces personnes-là arrivent aussi dans nos dispositifs avec parfois de nouveau des consommations de nouveaux produits de synthèse, etc., qui demandent aussi qu'on adapte nos outils de réduction des risques et nos pratiques. Mais donc, c'est des personnes qui se présentent, mais qui ne s'identifient pas forcément d'emblée comme des personnes pratiquant ayant ces pratiques-là. Du coup, c'est aussi des questions qu'on essaye de mettre au travail dans nos services. Et il y a eu des concertations, des groupes aussi de réflexion avec d'autres secteurs qui travaillent plutôt dans la réduction des risques contre les IST et plutôt HSH, dans lequel on s'est retrouvés. Et puis dire aussi qu'il y a dans la salle des personnes expertes aussi de ces questions-là, qui, entre autres à l'Observatoire du sida et des sexualités, qui sont là aussi peut-être pour y répondre par la suite. Et puis ça pose aussi la question de, en tout cas moi ayant fait un travail là-dessus sur le consentement aussi
dans les pratiques de chemsex et des nouvelles réflexions aussi qu'on doit avoir dans nos services, quoi. Voilà. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit, Sophie, sur en effet l'importance du tout et sur ce que vous disiez sur la limite budgétaire. C'est-à-dire que là, vous allez être, vous êtes aux manettes avec des choix, des arbitrages. Clairement, ce qu'on constate sur le terrain, c'est combien les filets sociaux sont comment dire, s'effritent. Et voilà, percés, s'effritent. Combien de nombreuses personnes sont amenées à vivre dans des conditions d'indignité, vraiment. Et là, je vous renvoie à un ouvrage récent de Cynthia Fleury qui a écrit sur la clinique de la dignité. Et je voulais rebondir sur ce que vous disiez par rapport également à la question des soignants et soignantes et sur, en effet, de plus en plus, que ce soit dans le secteur associatif, mais également à l'hôpital, finalement, des situations de maltraitance institutionnelle parce que des conditions de travail qui ne permettent pas de travailler dans de bonnes conditions. Là, il y a des arbitrages qui sont forts sur qu'est-ce qu'on priorise dans notre société. Et enfin, sur la question des soignants, ce que vous souleviez pour notamment les médecins, je pense que les questions d'humanité en santé et les questions durant l'enseignement et d'aborder des questions éthiques et de rapports de pouvoir, que ce soit lié au genre, mais aussi social, etc., ça doit beaucoup plus s'inviter dans ces programmes-là. Mais donc, les arbitrages, ils sont dans vos mains un petit peu. Voilà, je pense que les politiques sont interpellés. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres interventions de la salle, s'il y a une politique qui aimerait... Zoé ? Comme personne ne pose de questions, moi j'avais 2 questions par rapport au slide. Vous avez dit, par rapport aux dynamiques conjugales, ça entraîne une moindre gestion de la consommation. Je me demandais concrètement ce que ça voulait dire. Vous disiez que ce serait intéressant de développer l'accompagnement en ligne. Je me dis, tiens, quel type d'accompagnement en ligne fonctionne bien ? Et vous avez parlé d'expérience, vous avez essayé de sensibiliser aussi les groupes d'hommes par rapport à la violence vis-à-vis des femmes. Je me demande un peu comment ça s'était passé. Est-ce que vous aviez trouvé un public ? Parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les femmes sur la violence, mais c'est peut-être, il y a vraiment un besoin de l'autre côté. Et dernière chose, par rapport à l'accès à la contraception, est-ce que l'implant est vraiment un mauvais produit parce que c'est considéré vraiment l'implant contraceptif est considéré comme un truc, je dirais, violent quand on le propose, ou est-ce que le prix des 150 € sont un frein alors qu'il y a une demande? Tu veux répondre? Je réponds en partie. Tu peux commencer? Donc, par rapport aux dynamiques conjugales et le lien avec la gestion de la consommation, donc, en fait, ça sort d'une étude, d'une enquête qui avait été menée en France et c'est une étude socio-épidémiologique qui avait allié tout un questionnaire avec des entretiens, et ils avaient montré, et cette étude montrait, ce qui rejoignait aussi les observations de terrain, que les situations d'emprise que subissent, dans lesquelles se retrouvent beaucoup de femmes usagères de drogue, vont avoir une grande influence sur comment elles vont avoir accès aux produits, comment elles vont le consommer. Et il y a les références à l'étude détaillée dans notre texte, mais c'est quelque chose qui est également observé sur le terrain. Et ces dynamiques conjugales vont aussi influencer les relations avec les structures sociales santé. Très concrètement, en fait, c'est plus les hommes qui vont aller chercher le produit, qui vont aller chercher le matériel de réduction des risques, qui vont être en contact, en fait, avec les professionnels de social santé, et les femmes vont plutôt aller faire la manche, récupérer l'argent, etc., pour pouvoir consommer ensuite avec la personne. Mais donc, il y a plein de femmes qu'on n'arrive pas à rencontrer parce que c'est le partenaire qui est au contact des structures, quoi. Par rapport au groupe de parole et à la sensibilisation des groupes d'hommes, en fait, on insiste aussi là-dessus parce que nous, on demande vraiment de soutenir les initiatives existantes en non-mixité, mais l'objectif, c'est plutôt un moyen qu'une fin en soi, et l'objectif, c'est de pouvoir, comme l'a dit Sophie, arriver à une mixité
sécurisante pour toutes et tous. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on souhaite poursuivre ces initiatives, parce qu'au niveau aussi des autres bénéficiaires, et que ce soit au niveau du personnel et des bénéficiaires. Et Sophie a déjà mentionné quelques exemples, au-delà des groupes de parole, d'initiatives qui visent à sensibiliser aussi au sein des structures les autres publics. Et l'autre question, c'est l'accès en ligne. Les implants. Ah oui, au niveau de l'accès à la contraception. Mais ici, on pointait vraiment le manque d'accès aux services de santé sexuelle et du fait qu'elles n'étaient pas forcément adaptées aux situations. Et donc, ça implique qu'il y a toute une série de questions qui se posent et qui ne sont pas résolues, auxquelles elles ne trouvent pas de réponse. Maintenant, dans notre GT, il y avait des associations plus spécialisées dans les questions de santé sexuelle qui s'y connaissent certainement, je ne sais pas si elles sont présentes là aujourd'hui, mais qui connaissent certainement les spécificités liées à la contraception dans ces contextes d'usage de drogue. Je sais pas si tu veux rajouter déjà des choses. Mais du coup, cet accès, il est assez limité, hein, soyons honnêtes. Encore la semaine dernière, 2 personnes qu'on accompagne se retrouvent dans une situation de grossesse. Pour avoir un rendez-vous au planning familial, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il faut être là à l'heure, dans de bonnes conditions, pour consentir aussi aux actes médicaux qui vont être proposés. Pouvoir avoir un accès aux soins déjà, rien que ça. Donc c'est un gros travail qu'on mène aussi avec nos équipes, de faciliter, d'accompagner, d'aller physiquement en fait avec la personne au rendez-vous, etc. Ça s'improvise pas, ça prend du temps, ça demande que quelqu'un sorte du dispositif pour pouvoir accompagner dans cette démarche spécifique. La semaine dernière, au centre CIRCE, on a aussi accompagné une personne qui avait vécu des violences sexuelles. Ça a duré toute la journée. Une autre de mes collègues du centre CIRCE a été à Transit pour accompagner une femme en situation de violence, etc. Ça lui a pris aussi toute la journée. Donc c'est quelqu'un qu'on détache de nos services de base pour permettre cet accompagnement et que la personne soit prise en charge correctement et avec dignité, quoi. Donc ça, c'est une chose. Et puis la question des implants, etc., pour moi, c'est une non-question. Avant ça, d'autres choses qui se passent et je ne sais pas si l'implant est la meilleure solution ou non pour notre public. Je pense que ça dépend de chaque personne, Donc voilà, je ne sais pas y répondre, mais en tout cas, ça se discute avec les personnes concernées, quoi. Voilà. Et l'autre question, c'était quoi? C'était sur la... Oui, en ligne. Sur l'accès en ligne pour les services. Alors, vu que les femmes ont du mal à venir dans nos dispositifs, il y a aussi des services, je me demande, c'est pas Pélican, je sais plus, qui a mis en ligne, en tout cas, une sorte de chat, etc., pour pouvoir toucher aussi des femmes qui n'auraient pas la possibilité de se déplacer, qu'elles soient soit à cause de la stigmatisation, mais aussi parce qu'elles ont à charge des enfants ou des choses comme ça, et donc de pouvoir accrocher des publics différents qui n'arrivent pas jusque dans nos services et de pouvoir quand même proposer quelque chose à distance, quoi. Donc c'est des pistes pour la suite à réfléchir. Oui, à réfléchir, c'est des exemples d'initiatives qui pourraient améliorer l'accessibilité, mais il y en a sûrement d'autres qui sont à explorer, quoi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si vous avez un mot de conclusion. Merci. Voilà, merci à vous. Je voudrais remercier toutes les structures qui étaient représentées aujourd'hui et vous féliciter pour le travail très important pour notre société que vous accomplissez au quotidien. Merci à Carole Walker, à Sophie Godden, à Elisa Vedeka, qu'on peut encore applaudir pour leur travail. Connaissant la qualité du travail de mes collègues, je n'ai aucun doute sur le fait que vos recommandations ne sont pas tombées dans les oreilles de sourdes, mais que dans leur travail parlementaire au quotidien, elles vont œuvrer pour que l'approche genrée de cette question soit de plus en plus prise en compte. Je rappelle juste que ce n'est pas fini. L'après-midi, donc, au CHU Saint-Pierre, rue des Alexiens, numéro 13, à César de Pape. Donc, il y a des ateliers participatifs. Vous pouvez avoir tous les détails chez les organisatrices.
Certaines et certains d'entre vous sont déjà passés ce matin devant l'expo. Pour celles et ceux qui n'y sont pas passés, n'hésitez pas à y faire un tour. Je termine en vous disant que Frédéric et les services vous invitent donc à prendre un petit sandwich à la cafétéria du Parlement, à ma gauche. Vous sortez par là pour celles et ceux qui veulent manger. Et je vous remercie pour votre présence. Et je vous donne rendez-vous pour un nouveau jeudi de l'hémicycle. À très bientôt.